Dans le dernier épisode de Salut les Mortis, nous avons défini les différents types de charges qui pouvaient être appliquées à un système, comment représenter ces charges sous forme de vecteurs, quelles étaient les théories qui pouvaient être appliquées sur ces systèmes et comment les représenter graphiquement au niveau de leurs appuis et quelles étaient les caractéristiques principales des vecteurs et des efforts appliqués sur les systèmes. Salut les Mortis, c'est Monsieur N, et aujourd'hui on va se demander comment définir les forces et les moments réponse d'un système. Bienvenue dans cette seconde partie sur la mécanique statique. Alors, nous avons défini les 4 étapes à réaliser la semaine dernière, qui étaient définir la forme mécanique calculatoire d'un système, définir les charges appliquées au système, définir les charges réponses du système induites par les charges appliquées, vérifier par les calculs de contraintes que les matériaux de le composant peuvent résister dans la zone critique de charge. Nous avons répondu aux 2 premiers points la semaine dernière, nous allons commencer à répondre au 3e point aujourd'hui. Avant tout, pour commencer, nous devons définir le niveau de staticité de nos systèmes. Alors, les systèmes doivent, pour être calculés, répondre à un niveau de staticité. Qu'est-ce qu'un niveau de staticité? Le niveau de staticité, c'est la capacité d'un système à ne pas bouger. On utilisera 3 termes pour ce faire. Le premier, c'est le terme hypostatique. Le deuxième, c'est le terme isostatique. Et le troisième terme, c'est le terme hyperstatique. Alors, pour définir qu'un système est hyperstatique, le système est considéré comme hyperstatique quand le nombre d'efforts bloqués à ses appuis est supérieur aux équations de mécanique qu'on peut lui appliquer. Par exemple, pour ce plongeoir qui est composé de 2 articulations, on peut considérer que ce système est hyperstatique de degré 1. En effet, dans le cas précis, nous aurons une articulation qui bloquera les efforts en X et en Y, mais pas le moment au niveau du premier appui. La même chose au niveau du deuxième appui, et une seule barre qui procurera 3 équations au système. Donc nous sommes bien dans un cas hyperstatique du point de vue de la théorie des poutres, où nous obtiendrons 4 inconnus et 3 équations. Dans le cas de l'hypostaticité, le système est considéré hypostatique quand le nombre d'efforts bloqués à ses appuis est inférieur aux équations de mécanique qu'on peut lui appliquer. Par exemple, un plongeoir composé de 2 appuis simples et un système hypostatique, tout simplement parce que nous avons une inconnue bloquée sur le premier appui et une deuxième inconnue bloquée sur le deuxième appui, et nous avons toujours 3 équations définies par le système. Du coup, nous sommes plutôt dans le cas d'un système mécanique. Pour le cas isostatique, le système est considéré comme isostatique quand le nombre d'efforts bloqués à ses appuis est égal aux équations mécaniques qu'on peut lui appliquer. Par exemple, un plongeoir composé d'une articulation et de 2 appuis est un système isostatique. Comme on peut le constater, nous aurons là 2 inconnus qui seront bloqués au niveau de du premier appui, et nous aurons ensuite une équation qui sera bloquée au niveau du deuxième appui. Nous obtiendrons donc une égalité au niveau de l'équation, ce qui nous permettra en effet de résoudre le calcul. Nous allons maintenant parler de la théorie des poutres. Donc, la théorie des poutres déclare que 3 équations sont utilisables quand un système est isostatique. Donc, la somme de toutes les forces et de tous les moments action-réaction sont égales à 0 sous les formes suivantes. Donc, l'ensemble des forces dans l'axe X au niveau des actions et des réactions doit être égal à 0. La somme des forces dans le sens de Y au niveau des actions et des réactions doivent être égales à 0 aussi. Et l'ensemble des moments en fonction du point que nous avons choisi sont égales à 0 en fonction des actions et réponses composantes. Nous pouvons aussi utiliser la relation de Schall. Donc, la relation de Schall est utilisée dans d'autres cas bien particuliers de la mécanique statique. Donc, le premier cas, c'est le cas des actions ponctuelles. Donc, la somme de toutes les forces passant par un point sont à somme nulle au vu des actions et des réponses qui le composent dans le domaine de la statique. En effet, dans le domaine de la statique, tous les efforts qui passent par un point ont une force qui leur est opposée et qui est finalement une réponse du système. Donc, par exemple, si ces 2 forces sont appliquées sur le point A, nous aurons une réponse au niveau du point A du système
qui devra être égale à la somme des deux autres vecteurs à l'opposé afin d'obtenir finalement ce que nous avions obtenu au niveau du premier cours que nous avons réalisé. Le deuxième cas utilisé, c'est le système de treillis pour les relations de Chasles. On part des hypothèses suivantes. Donc la première des hypothèses proposées, c'est les assemblages sont supposés géométriquement invariables. Donc on considère que même chargés, ces systèmes ne peuvent pas bouger pour ne pas modifier les paramètres de calcul basiques. Toutes les forces sont supposées contenues dans le plan de la structure. Donc cette condition, cette hypothèse s'explique par le fait que nous émettrons l'hypothèse que l'ensemble des charges passe par l'axe des poutres et que du coup les poutres ne seront qu'en compression et en traction dans ce type de système. Le poids des barres est négligé et les forces agissent sur les nœuds. Donc là, nous estimons que le système lui-même est largement inférieur en termes de poids par rapport aux charges qui lui sont appliquées. C'est-à-dire que nous allons considérer que le poids du système ne rentrera pas en compte dans les calculs. Ensuite, nous allons avoir l'hypothèse suivante, c'est les nœuds sont supposés équivalents à des liaisons pivots. Eh bien, tout simplement, pour permettre le fait de dire que nos poutres ne travaillent qu'en compression ou en traction, nous devons définir que les poutres seront liées entre elles par des articulations afin qu'il n'y ait pas de moment bloqué à l'intérieur des poutres. Il existe deux types de modèles dans ce cas-là. Le premier, c'est le modèle avec des appuis mobiles et le second, le modèle avec des appuis fixes. Dans le cas des modèles avec des appuis mobiles, vous allez vous retrouver avec une relation entre le nombre de barres et le nombre de nœuds suivante qui va vous permettre de définir le niveau de staticité de votre système. Si le système est isostatique, vous pourrez le réaliser mécaniquement au niveau du calcul. Dans le deuxième cas, nous aurons aussi deux appuis fixes. Et dans ce cas-là, la relation à utiliser est la suivante entre le nombre de barres et le nombre de nœuds. Si vous rentrez dans le cadre d'une équation où le nombre de barres est identique, nous nous retrouvons dans le cas d'un système qui sera isostatique et donc aussi nous pourrons réaliser le calcul. Dans le cas des efforts sur deux appuis, on a possibilité de faire un calcul simple. Pour le cas de charges symétriques sous cette forme, nous aurons un calcul simple qui sera de dire que nos efforts seront divisés en A et en B de manière symétrique. Donc nous aurons un YA qui est égal au YB qui est égal à la force divisée par 2. Dans le cas des charges asymétriques, donc nous aurons une bascule qui se produira dans le système et nous pourrons utiliser les équations suivantes pour résoudre le système. Ensuite, dans les cas des efforts en 4 appuis simples, nous aurons le cas toujours des charges symétriques où il suffira de diviser cette charge par les 4 points finalement du système. Et ensuite, le cas de la charge asymétrique où nous utiliserons les équations suivantes pour pouvoir répondre au système. Donc c'est tout pour cette semaine. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Encore merci pour le visionnage. Au revoir.